Merci d'être fidèle au rendez-vous. Nouveau dimanche, nouvel invité, puisque nous avons l'immense plaisir de recevoir ce dimanche le directeur général de TDS. Immense plaisir, d'autant plus que pour sa première interview, Amadou Abdoulaye Diop a choisi le magazine e-tech de E-Media Invest. Merci infiniment pour cette marque de considération, Amadou Diop. Je vous remercie, Ousmane. Et aujourd'hui, je suis très heureux de venir faire cette émission chez le groupe E-Media Invest, dans le sens où j'ai vu ce projet-là naître quand même il y a peut-être 6 mois de cela, où on discutait de la mise en place de la télévision et de la radio. Et force est de constater les avancements qui ont été réalisés par l'équipe. Donc je tenais d'abord à féliciter le directeur général Mamadou Ibra Kane pour tout le travail qui a été accompli pour le lancement de la chaîne, et autant de la radio que de la télé. Et je suis heureux aussi de constater concrètement les progrès qui ont été réalisés dans la mise en œuvre. D'autant plus que nous sommes sur la TNT, ça tombe bien chez Amadou. Exactement, vous êtes sur la TNT. Expert dans le domaine du numérique, avec une expérience de plus de 15 ans dans les TIC, Amadou Diop, vous avez fait vos armes, comme on dit, au sein de la multinationale américaine Cisco, multinationale où a également travaillé la directrice générale Afrique et Moyen-Orient de Microsoft en charge des petites et moyennes entreprises, Yacine Barro, à ce même micro il y a quelques semaines. Pour le compte de Cisco, Amadou Abdoulaye Diop, vous avez assuré les fonctions de directeur régional en charge des marchés, entreprises et secteurs publics sur la zone Afrique de l'Ouest et du Centre. Ensuite, vous rejoignez Nokia avant de lancer votre propre société de consulting. C'est d'ailleurs au nom de Horizon Télécom et en collaboration avec un cabinet que vous réalisez le plan national haut débit du Sénégal en 2018, l'année dernière donc. Membre du comité, membre du CONTAN, le comité exécutif national de la transition analogique au numérique, vous avez été au cœur du chantier Amadou Diop. Vous êtes toujours aujourd'hui, sans doute plus qu'hier, puisque vous dirigez TDS. TDS SA, ou si vous préférez, Société de télédiffusion du Sénégal, a été créée le 14 juillet 2017 avec pour mission la gestion ainsi que l'exploitation technique et commerciale des infrastructures de diffusion de télévision numérique et de la radio de l'éditeur public. Une première question toute simple, Amadou Diop. Qu'est-ce qui change pour l'usager à l'heure de la TNT? Écoutez, à l'heure de la TNT, qui est une transition technologique, ce qui change fondamentalement pour l'usager, c'est le mode de réception. La manière dont ils vont regarder la télé va changer. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tout consommateur ou tout usager a besoin d'un décodeur pour pouvoir regarder la télé. Ce qui change fondamentalement de la manière traditionnelle où on diffusait par mode analogique, hertzien ou satellitaire, où les usagers ou les consommateurs pouvaient capter un signal free-to-air, comme on dit. Aujourd'hui, les signaux seront toujours diffusés, mais à travers un canal numérique. Et pour recevoir ce signal-là, il est important d'être équipé d'un décodeur. Donc fondamentalement, le premier niveau de changement, c'est l'équipement qui se rajoute notamment à la télé pour pouvoir permettre de se connecter à la plateforme numérique. Par contre, en termes de transformation, c'est un élément important qu'on est en train de vivre parce que le secteur de l'audiovisuel va subir entre autres des changements profonds, des changements qui vont s'articuler autour de la manière de diffuser, autour de la manière de consommer et autour de la manière même de concevoir les programmes. Donc fondamentalement, pour nous adapter à tout ça, il est important quand même par rapport à ta question de voir ces types de changements qui vont fondamentalement marquer les usages et surtout notre mode de consommation. Le ciel va nous tomber sur la tête? Pas du tout, pas du tout. Je pense que c'est quelque chose qui est tout à fait naturel hein, et qui va dans le cours naturel des choses. Le Sénégal a pris des engagements communautaires pour libérer des fréquences. Déjà, c'est ça la base de la TNT. Ces fréquences libérées vont induire des changements. Et on en a profité aussi pour éclater la chaîne de valeur, c'est-à-dire restructurer tout le paysage audiovisuel entre les éditeurs et les diffuseurs. Donc, quelque part, pour les consommateurs, à part le décodeur qui change, fondamentalement, c'est un plus qu'on apporte chez les usagers. C'est-à-dire on apporte une diversification des services à travers des plateformes aujourd'hui, peut-être demain, qui pourront permettre de regarder la télé partout et pour tous. Donc, la nomadicité est un élément fort, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, les usagers n'ont plus besoin d'être sur une place physique pour pouvoir regarder la télé. Et donc, fondamentalement, le ciel ne tombe pas sur la tête, mais il y a une révolution quand même qui est en train de se
passer. Et c'est comme le passage notamment comment dirais-je, du mode informatique traditionnel, télécom à l'IP. Donc ces changements-là, fondamentalement, dans le domaine du numérique en général, on les a vécus et on n'est pas encore sorti de l'auberge parce que c'est quelque chose qui continue. Oui, des changements donc majeurs en perspective. Aujourd'hui, est-ce que l'usager sénégalais a été préparé à tout cela? Effectivement, on a de grands chantiers. On a des grands chantiers autour du basculement, on a des grands chantiers autour de la libération des fréquences, on a des chantiers autour du déménagement notamment de toutes ces chaînes de télé qui aujourd'hui occupent ces fréquences. Donc, quelque part, l'usager, il sera informé. Effectivement, d'ici 2020, l'objectif pour TDS et pour l'État du Sénégal, c'est d'éteindre complètement le signal, ce qui nous permettra d'atteindre nos engagements communautaires. Au préalable, il est important quand même de passer par différentes étapes. La réunion qu'on a eue la semaine dernière, le forum, était une étape parmi les autres. Le forum nous a permis de regrouper les professionnels de l'industrie afin de discuter des problématiques aujourd'hui qui nous interpellent, hein, nous tous, c'est-à-dire la viabilité des structures qui interviennent dans ce domaine audiovisuel. Force est de constater que ce qui nous avait amené à monter ce forum, c'était le constat qu'il y avait une prolifération du nombre de chaînes de télé. Et eux tous avaient comme objectif quand même, dans leur modèle économique, de générer des revenus à travers la publicité. La publicité est un marché fondamentalement qui n'a ni grossi en valeur depuis une dizaine d'années, ni grossi en volume. Il a plutôt... Et qui compte plus d'acteurs. Exactement. Le marché a plutôt tendance à s'effriter. Et donc, il était important de réfléchir avec ces acteurs-là autour des modèles économiques qui puissent garantir la pérennité de ces structures-là. Parce que quand on parle du basculement, demain, tout le monde passe par la TNT. Il est important que les structures aujourd'hui qui offrent ces services, qui ont des profils hybrides à un public privé, parce que quelque part, ils sont aussi dans la logique de service public, hein, quelque part, il est important quand même de réfléchir avec ces structures-là pour voir quelles sont les solutions que vont offrir aujourd'hui la TNT en termes de revenus. Donc ça, c'était un premier élément. Le deuxième élément, c'était plus la population, pour revenir à ta question. La population n'ayant pas demandé cette transition, encore une fois, c'est un engagement communautaire, il est important de les informer, il est important de les sensibiliser, il est important de les éduquer par rapport à tout ce qui va se passer. Donc nous avons prévu, dans les 3 ou 4 mois qui arrivent, une campagne de communication pour informer sur les différentes étapes de ce basculement-là. Comme je disais, le basculement... Au mois de septembre, nous souhaitons, par la grâce de Dieu, commencer l'exercice de basculement graduellement par des régions et naturellement revenir... Oui, les premières extinctions annoncées pour Oui, voilà, c'est ça. Les premières extinctions sont annoncées pour septembre. Donc, il est important aujourd'hui, avant cette extinction-là, d'informer les populations par rapport à ce qui va se passer. Ce qui va se passer comme... Avant qu'elles ne découvrent l'extinction de leur Exactement. signal, Ça ne peut pas se faire comme ça. Vous savez, dans des pays matures, la transition s'est faite sur 10 ans, sur 5 ans par moment. Aujourd'hui, quand même, on est dans le processus depuis 2014. Effectivement, on a décollé vis-à-vis de nos pairs. Le Sénégal était très bien avancé. Mais fondamentalement, si on n'arrive pas quand même à finaliser ce projet-là, on sera rattrapé par nos pairs. Donc, concrètement, un maillon faible aujourd'hui ou une contrainte forte qu'on a, c'est la communication vis-à-vis de la population, qui va commencer incessamment sous peu et qui va s'articuler sur différentes étapes. Il va y avoir des tutoriels pour montrer déjà aux populations qu'est-ce qui va se passer chez eux devant la télé, pour montrer aux populations qu'est-ce qu'il faudra changer peut-être en termes de câblage, pour montrer aux populations qu'est-ce qu'il faudra changer en termes d'antenne, pour montrer aux populations le réseau de distribution et pour montrer tout simplement les avantages que vont apporter en termes de services cette transition ou ce passage de l'analogique au numérique. Oui, un travail déjà commencé par Excaf. Amadou Diop, on va en reparler au cours de cette interview. Mais très rapidement, puisque vous en avez dit un mot tout à l'heure, les fréquences qui seront libérées, elles vont servir à quoi exactement? Aujourd'hui, il faut comprendre fondamentalement, on est... à la croisée des chemins. Parce que, comme je disais tout à l'heure, à l'entame de mon propos, les usages aujourd'hui sont très orientés Internet. On parle beaucoup d'IoT, on parle d'OTT, on parle d'intelligence artificielle. Il faut savoir que toutes ces demandes en termes d'applicatifs vont induire une consommation en termes de bande passante. Et aujourd'hui, les fréquences qui vont être libérées du dividende numérique, c'est des fréquences basses. Qu'est-ce que ça veut dire pour un opérateur de télécom?
L'opérateur de télécom, déjà, c'est les fréquences qui sont destinées aux opérateurs de télécom pour offrir des services à valeur ajoutée, pour offrir des services sur la 4G ou sur la 5G. Mais fondamentalement, c'est prévu la 5G? C'est prévu, on va y aller. C'est une évolution technologique. Je veux dire, est-ce que ces fréquences-là seront allouées à la 5G, par exemple? Naturellement, bon, je pense que je vais peut-être pas trop m'avancer sur l'usage que vont... Parce que ce n'est pas déjà calé, c'est ça? Qu'on fera la RTP. Mais il y a une planification qui a été faite, il y a une étude sur la valorisation du spectre de fréquence aujourd'hui qui est en cours pour nous montrer quand même quel type d'usage on pourrait faire en général de ces types de fréquences. Mais si vous regardez bien, comme je disais, pour répondre à votre question, ces fréquences-là ont un intérêt pour les opérateurs de télécom. Je m'explique. Un opérateur de télécom qui se déploie par exemple sur tout le Sénégal, il a besoin de sites pour couvrir et arriver quand même à une couverture optimale à 100%. Sur chaque site, il y a un pylône, il y a un émetteur, il y a une climatisation, il y a de l'énergie. Et tout ça, ça a une incidence entre l'investissement qui est fait par l'opérateur, mais aussi le coût opérationnel, c'est-à-dire ce qu'il dépense pour pouvoir opérer, exploiter son équipement. Donc, aujourd'hui, les fréquences du dividende numérique ont la particularité de pouvoir d'offrir, on va dire, une propagation beaucoup plus forte, c'est-à-dire elles pénètrent mieux que les fréquences traditionnelles. Tout à fait. Et elles offrent aussi la possibilité de couvrir, entre autres, un territoire beaucoup plus large. Donc fondamentalement, ça veut dire que les opérateurs auront besoin de moins de sites pour couvrir tout le Sénégal. Sur la 3G, par exemple, un de nos opérateurs tourne autour de peut-être 1500, 2000 sites pour couvrir tout le Sénégal. Si nous prenons des fréquences basses, il sera peut-être autour de 300, 400 sites. Donc, ce que ça veut dire en coût lié à l'investissement et coût opérationnel, c'est là où ça a de l'intérêt pour les opérateurs. Donc, les CAPEX et les OPEX sont déterminants chez un opérateur qui réfléchit à savoir s'il lance un produit, s'il lance des services, qu'est-ce que ça va me rapporter, qu'est-ce que ça va me coûter et le temps qu'il me faut pour le lancer. Donc ces fréquences-là ont cette particularité pour les opérateurs. Il paraît que les fréquences qui seront libérées ont déjà été vendues. Vous nous confirmez ça? Écoutez, pas en ma connaissance. Je sais qu'il y a des velléités aujourd'hui, il y a de l'intérêt, hein, parce que tout simplement, c'est des relais de croissance, entre autres pour les opérateurs même, en termes de services. Comme je disais tout à l'heure, le marché est demandeur aujourd'hui. Quand on regarde là d'où on vient en termes d'offres de services Internet et là où on en est aujourd'hui, on se rend compte que quand même le marché a beaucoup évolué. Par rapport aux tendances, par rapport aux perspectives, il y a beaucoup d'investissements à l'époque qui ont dû être faits à l'époque en Afrique, où on se disait que l'adoption du marché ne se fera pas parce que les usagers ne sont pas encore matures. Et on s'est rendu compte que l'adoption de ces technologies dans nos environnements aujourd'hui émergents s'est fait beaucoup plus vite que dans certains pays matures. Un exemple, par exemple, à l'époque, j'avais travaillé sur un projet au niveau du Kenya, où Safaricom lançait les plateformes M-Pesa, les plateformes transactionnelles qui ont aujourd'hui... Qui ont révolutionné le monde. Exactement, qui ont aujourd'hui évolué. Donc, quelque part, ça veut dire que les innovations et les idées notamment qui permettent aujourd'hui aux Africains, entre autres, d'avoir des services pertinents sur le marché, viennent de chez nous. Et c'est sur l'expérience qu'on va, entre autres, trouver les idées qui nous pousseront à générer certains revenus en termes de services. Une dernière question là-dessus, Amadou Diop, c'est est-ce qu'aujourd'hui, on peut dire que TDS SA que vous dirigez aura beaucoup plus de marge de manœuvre pour s'impliquer un peu dans la vente de ces fréquences-là, si on peut parler de vente? Écoutez, la commercialisation des fréquences est du ressort de l'agence de régulation, de l'autorité de régulation des télécoms, la RTP. Exclusivement. On a deux régulateurs, hein, TDS et une société aujourd'hui de services, entre autres, créée par l'État du Sénégal pour exploiter, comme vous l'avez dit, les infrastructures numériques. Fondamentalement, on est à cheval de par notre caractère hybride. Aujourd'hui, on est dans le secteur audiovisuel, mais on est aussi présent dans le secteur du numérique en général, dans le sens où l'offre que nous devons apporter en termes de services doit être une offre autant audiovisuelle, c'est-à-dire qui va respecter les standards actuels, où on va nous regarder à travers la télé, notre écran traditionnel dans le salon, mais aussi nous devons aussi apporter une offre de services qui permette
aux usagers, aux nouveaux types d'usagers, de pouvoir regarder la télé, encore une fois, partout et surtout l'ensemble du territoire. Donc fondamentalement, la régulation, la commercialisation des fréquences est du ressort de l'agence de régulation, de l'autorité de régulation des télécoms. Le CNRA nous encadre aussi sur les aspects liés au contenu et à l'organisation, notamment fixée par le code de la presse. Très rapidement, une dernière question, cette fois-ci, une dernière question à Amadou Diop là-dessus. Quelqu'un comme Mahmoud Ibra Kane, directeur général de E-Media Invest, a pensé, il l'a dit d'ailleurs, il a partagé avec les acteurs lors du Forum national sur la TNT, il a dit qu'il faudrait qu'on valorise davantage les fréquences qui seront libérées, par exemple à travers une taxation pour financer le fonds de soutien à l'audiovisuel. Vous en dites quoi? C'est une idée pertinente? Écoutez, je pense qu'il y a une réflexion à mener. Étant donné que c'est effectivement ces chaînes de télé qui occupent ces fréquences, hein, qui sont quand même domaniales, il est important de réfléchir aujourd'hui aux difficultés du secteur. Et comme je partage quelque part le point de vue de Mamadou par rapport à la réflexion qu'il faudrait mener pour aider la production. Je pense que le FOPICA est un instrument aujourd'hui qui est utilisé pour aider la production cinématographique, mais fondamentalement, c'est les moyens qui manquent. Et aujourd'hui, l'une des méthodes qui pourrait être utilisée effectivement, c'est de ponctionner sur le dividende numérique. Et ponctionner, ça fait peur, hein? Voilà, mais aujourd'hui, ça rappelle un peu le ponctionnement des salaires des enseignants. C'est peut-être un pourcentage, on va dire. C'est comme ça un prélèvement, c'est un pourcentage. Et c'est toute une réflexion, hein, parce qu'aujourd'hui, tout ce qu'on dit, c'est des propositions. Et il faut que ce soit acté au niveau du responsable, de l'autorité qui est en charge notamment ces fréquences-là. Mais c'est des idées, en ce qui me concerne, c'est des idées, c'est une réflexion qu'il faut pousser et qui pourrait aider notamment le secteur audiovisuel. Dans le sens où ces fréquences du dividende numérique, de par nos projections, quand on regarde dans certains pays, ils ont généré quand même quelques milliards de dollars en termes de revenus pour l'État. Et étant donné que c'est les acteurs aujourd'hui qui sont dans ce secteur qui ont des difficultés, il faut voir comment leur faire bénéficier de tout ça. Donc encore une fois, le forum était quelque part initié à la suite de ce constat-là, hein, c'est-à-dire à la suite on a vu que ça s'imposait parce que les échanges étaient importants. Exactement. Les acteurs avaient envie de partager. Exactement. Et ils ont partagé pas mal de problématiques aujourd'hui. Ils ont même dit que 24 heures, c'était peu. Exactement. Et donc, on est en train de réfléchir comment on peut aller en retraite, parce qu'on a senti que quand même l'ensemble des sujets, hein, partant du cadre juridique, partant des modèles économiques, partant des offres de services, partant de la convergence entre le broadband et le broadcast, on s'est rendu que quand même le sujet est complexe. Et malgré le fait qu'on aborde la question de la TNT comme une transition technologique, il faut savoir que ça a un impact social fort, ça a un impact économique fort. Et il faudrait avoir une vision à 360 quand on parle notamment de cette transition. Amadou Diop, directeur général de TDS SA, est notre invité ce dimanche sur e-radio et e-TV pour un large focus sur la télévision numérique terrestre. On y est au moins depuis juin 2015. On le sait, les premières extinctions de l'analogique sont annoncées, on l'a dit, pour septembre, dans 3 mois donc, avant le grand saut, juin 2020. Au plus tard, Amadou Diop, on parlait des contenus. Aujourd'hui, j'ai échangé avec quelqu'un très bien connu également dans le secteur, Mamadou Bal, ancien directeur général de la RTS, que vous connaissez très bien, bien sûr. Il plaide pour une séparation de la production. En tout cas, il veut qu'on sépare la production de la diffusion, comme ça se fait en France. La création de TDS est aujourd'hui une des composantes de ta question. C'est-à-dire que TDS a été créé à partir d'une loi. Et cette loi, qu'est-ce qu'elle dit? Cette loi éclate la chaîne de valeur entre la production et la diffusion. D'où aujourd'hui le positionnement de TDS en tant qu'opérateur de diffusion. Et tous ces noms-là... Mais c'est un opérateur global de diffusion? Un opérateur global de diffusion. Donc tout ça, c'est dans le code de la presse aujourd'hui. Donc... qu'on attend toujours. La réponse à ta question, c'est que l'État a organisé les réformes nécessaires pour qu'on arrive, comme les pays matures, à l'éclatement de cette chaîne de valeur où les producteurs ou les éditeurs, parce qu'aujourd'hui dans le code de la presse, il est question d'éditeurs, que vous êtes entre autres, c'est les créateurs de contenu, ou un opérateur de diffusion à la charge entre autres de multiplexer
de collecter, de transporter les signaux des télévisions. Donc fondamentalement, cette question a été déjà réglée et adressée dans le Code de la presse qui aujourd'hui donne des orientations claires dans ce domaine. Mais quand même, les réformes, les lois et les décrets d'application vont être pris en compte incessamment sous peu. Et je pense que tout cela est dans le process. Le plus important, je pense, dans le Code de la presse, c'était d'avoir des consensus avec les acteurs sur certains points. Je pense que c'est des contraintes qui ont été levées. Et aujourd'hui, le document final, quand même, il est prêt. Et c'est les textes d'application qu'il faudra faire voter. Et là-dessus, je pense que le process est en cours et diligenté autant par le ministère de l'économie numérique et le ministère aussi de la communication. Donc, toute cette transformation aujourd'hui est impactée aussi par les changements qu'on a connus. Au début de ce process, il y avait un seul ministère qui s'occupait de l'économie numérique, de la communication, des postes et des télécommunications. Aujourd'hui, on a un changement majeur avec la nouvelle architecture gouvernementale. On va se retrouver, on a deux ministères, un en charge de l'économie numérique et des télécommunications, un autre de la communication et de la culture. Donc fondamentalement, ça ne perturbe pas trop le process, les questions seront prises en charge et naturellement, le code, les textes d'application du code seront votés incessamment sous peu pour nous permettre à nous tous d'évoluer. Mais est-ce qu'il faudrait revoir à la hausse, bien sûr, les prérogatives du CNRA? Par exemple, je sais que vous n'êtes pas Babacar Diagne, le président du CNRA, mais vous avez un avis forcément là-dessus, puisque vous êtes un acteur Amadou Diop aujourd'hui. Est-ce qu'il ne faudrait pas renforcer davantage les cahiers des charges des télévisions et en retour, par exemple, exonérer, leur pardonner un peu les redevances, mais tout en leur demandant d'investir davantage dans la formation, dans les emplois, par exemple? Je pense que dans ta question, il y a deux éléments. Le premier élément que je vais adresser, c'est aujourd'hui au niveau des, comme vous dites, au niveau dans cette transformation numérique, est-ce qu'aujourd'hui nos organes de régulation sont adaptés pour pouvoir adresser les problématiques du secteur? Effectivement, il y a toute une réflexion qui a été menée et je pense que le CNRA dans sa forme actuelle va évoluer naturellement et intégrer d'autres aspects. Parce que comme on dit, quand on regarde aujourd'hui qu'est-ce qui est en train de se passer dans le secteur audiovisuel et la compétition que vous êtes en train de subir, c'est plus lié à des acteurs qui n'étaient pas jusque-là connus. Je parle là de YouTube, je parle de Facebook et tous ces gens-là aujourd'hui. Netflix, Iroko ont des plateformes. Les opérateurs de téléphonie également. Offrent du contenu qu'on ne voyait pas de manière traditionnelle. Donc, dans la régulation, il est important quand même d'inclure aujourd'hui ces nouvelles offres-là. C'est-à-dire ce n'est pas le cas, non? Je pense que c'est le cas quelque part, mais comme on dit, la technologie avance toujours plus vite que les textes. Mais est-ce que ça ne devrait pas amener les télévisions à justement faire davantage d'efforts dans la production des contenus? Exactement. On sait par exemple qu'un opérateur, l'américain Netflix, je ne vous apprends rien, finance même des productions cinématographiques. Est-ce qu'on ne devrait pas aller vers ça? Aujourd'hui, il y a les producteurs et il y a les opérateurs de diffusion, il y a les opérateurs de bouquets, il y a les distributeurs de services et tout cela est codifié. Maintenant, la réflexion effectivement qu'il faudrait mener, c'est encore une fois, on revient sur le modèle économique de ces chaînes de télé et où est-ce qu'elles vont générer du revenu. Sur quelle activité aujourd'hui il faudra se concentrer pour pouvoir garantir la pérennité de nos structures. Vous avez des éléments de réponse pour nous? Effectivement, il est important aujourd'hui de réfléchir par rapport à la manière dont vous diffusez votre contenu. C'est-à-dire que le contenu qui va sur YouTube, est-ce que vous êtes rémunéré là-dessus ou pas? Les vues et tout ça. Donc, il y a toute une réflexion par rapport à la diaspora. Comment aujourd'hui mettre à disposition votre contenu et vous assurer que vous serez rémunéré en fonction du nombre de vues. Tous ces aspects-là, c'est des contraintes qu'on a aujourd'hui réalisées en ayant fait un état des lieux avec les différents acteurs du secteur. Donc, on peut dire que quelque part, il y a différentes opportunités en termes d'archivage de contenu. Aujourd'hui, les contenus qui sont archivés, comment les rendre disponibles et comment les monétiser, comment les valoriser. Il y a toutes ces questions-là qui se posent et sur lesquelles on a des ébauches de réflexion et qu'il faudra quand même pousser. Mais fondamentalement, il y a matière à réfléchir là-dessus. C'est beaucoup de télévisions qui sont là, mais l'investissement n'est pas vraiment au rendez-vous. Ça nous ramène encore une fois à l'entame de mon propos où on parlait quand même de l'éclatement du marché publicitaire,
des modèles économiques, notamment de ces chaînes de télé qui pensent eux tous qu'ils pourront demain vivre de la publicité. Alors que c'est un marché aujourd'hui qui a plutôt tendance à s'effriter à cause de nouveaux acteurs aussi. Parce qu'un blogueur fait de la publicité et certains annonceurs aujourd'hui ne se cassent plus la tête à aller chercher, ils prennent une personne dans une chambre et cette personne-là fait de la publicité. D'autres annonceurs n'ayant pas de visibilité, parce qu'il y a des mécanismes aussi qui permettent de générer ou de grossir le marché. C'est-à-dire aujourd'hui, il n'y a pas de mesure d'audience sur le Sénégal. Mais justement, est-ce que la mesure d'audience promise par la TNT... Ça va arriver. Oui, justement, est-ce qu'elle n'est pas finalement le meilleur régulateur de la publicité? Au moins, ce sera un élément fort, un premier pas qui permettra au moins aux annonceurs d'avoir de la visibilité sur qui regarde quoi et qui fait quoi. Donc, comment vous êtes vu dans la sous-région, c'est des choses aussi qui sont importantes pour des annonceurs. Donc, la visibilité, à mon avis, est la première contrainte qu'ont les annonceurs sur notre marché. Donc, il faut travailler. Nous, on est en train de travailler sur la plateforme qui permettra d'adresser cette question liée à la mesure d'audience, mais sur d'autres choses aussi, sur de l'archivage de contenu. Les mesures d'audience disponibles quand? Juin 2020 ou avec les premières extinctions? Ouais, mais même peut-être avant. Parce que c'est quelque chose aujourd'hui qui est techniquement faisable. À la limite, c'est pas très compliqué. La mesure d'audience, c'est des dongles qu'on met sur des décodeurs et qui permettent de dialoguer avec la plateforme en nous permettant de remonter les informations statistiques. Donc fondamentalement, c'est trouver les acteurs, nous assurer que cet acteur-là est neutre, qui puisse restituer des résultats qui sont acceptés de tous. Oui, donc il faut y aller en fait. Il faut y aller. On n'a pas le choix, il faut y aller. On va aller dans cette transparence, on va aller dans cette structuration, on va aller dans cette organisation du marché qui va bénéficier à tout le monde. Mais là où c'est important quand même d'insister, c'est que la télévision n'est pas une activité philanthropique. Quelque part, c'est un investissement qui sont faits par des entrepreneurs qui espèrent générer du revenu quelque part. Donc, il est important aujourd'hui dans le business model, il est important dans les catalogues de services, il est important dans l'offre de services qui seront, ou l'offre programmatique, qui soit assez pertinent en termes de contenu, mais qui soit aussi assez pertinent pour pouvoir garantir la génération des revenus qui garantissent la sustainability, l'équilibre, on va dire, de ces structures-là. Parce qu'aujourd'hui, moi, en regardant le marché, sur les 20 éditeurs de chaînes qui sont embarqués dans la TNT, je suis persuadé que dans les 5 années qui vont arriver, il va y avoir une consolidation naturelle parce qu'il va y avoir une qualité de l'offre qui va faire la différence entre les différents acteurs et qui permettront à certains de vivre et d'évoluer dans le secteur, mais aussi à d'autres de disparaître parce qu'ils pourront tout simplement pas supporter les charges et parce qu'ils ne seront pas pertinents en termes d'offres de services. Donc inutile de penser à une limitation, le marché va faire son travail tout seul? À mon avis, le marché va s'autoréguler tout seul. Aujourd'hui, on est effectivement, comme je dis, ce n'est pas des activités philanthropiques. Une activité, quand elle n'est pas rentable, quand elle n'est pas profitable, ne peut pas être pérenne. Donc, vu sous cet angle, je vois mal des promoteurs faire des investissements sur une activité qui ne rapporte pas d'argent. Le service public, il est destiné à RTS, quelque part. Mais au-delà de la RTS, force est de constater que quand même toutes les autres chaînes ont effectivement ce caractère hybride. Ils sont publics-privés, mais fondamentalement, ils ont quand même une logique de rentabilité et de profitabilité qui s'impose à eux. Et que deviendra Excaf au lendemain de juin 2020? Écoutez, Excaf est aujourd'hui considéré comme un opérateur de bouquet, au même titre que Canal, au même titre que StarTime. Donc fondamentalement, on va bâtir sur l'existant. Excaf sera certainement toujours là en tant qu'opérateur de bouquet. Non, je veux dire en tant que votre partenaire. Qu'est-ce qu'il deviendra? Écoutez, Excaf sera aujourd'hui dans la mesure où ils sont en train d'exploiter la plateforme. Ils sont dans le cadre d'une concession
effectivement Par définition, limité dans le temps. Limité dans le temps. Hein. On est en train de réfléchir aux modalités d'évaluation, notamment de cette concession, et de voir... Une concession qui pourrait être reconduite qui pourrait être reconduite. Avec quel contenu? Mais avec différentes options certainement. Mais tout cela reste à discuter. Parce que comme vous pouvez le comprendre, la complexité... Mais dites-nous un peu les pistes qui sont possibles, envisageables. Écoutez, moi, les pistes que j'ai, les ébauches que j'ai dit, c'est qu'aujourd'hui, il y a Excaf qui peut être là comme opérateur. Parce que les mots que j'utilise sont importants. Et c'est les mots qui sont dans le code. Quand je parle d'opérateur de bouquet, ou de distributeurs de services, aujourd'hui, c'est des noms qui sont codifiés. Et fondamentalement, ça veut dire quelque chose. Quand je dis donc, Excaf va rester comme opérateur de bouquet, parce que c'est ça leur métier, il est important quand même de comprendre ce qu'il y a derrière. Mais dites-le, vous êtes le technicien. C'est ce que je dis. Hein. Je ne sais pas comment... Explicitez donc. Donc fondamentalement, ils vendent des bouquets. Ils vendent un bouquet avec une quarantaine de chaînes. À la limite, ça peut être, c'est une réflexion qu'on est en train de mener pour les conserver. Mais vous savez, la TNC, c'est 4 multiplexes, voire 6 à terme. Et aujourd'hui, il y a pas mal de partenaires qui sont aussi opérateurs de bouquets. Il y a toute une réflexion à mener avec les chaînes sénégalaises pour voir s'ils n'ont pas envie de se réunir et de faire un bouquet sénégalais qui sera beaucoup plus pertinent à l'international et qui sera mieux manageable pour la sécurisation de vos revenus. Il y a StarTime aujourd'hui qui est dans des difficultés de par le caractère un peu de... Qui avait fait l'actualité d'ailleurs dernièrement. Effectivement, mais qui est aujourd'hui un opérateur de bouquets, de contenu. Qui est là. Voilà, et Canal aussi qui est là. Et tous ces gens-là ont des velléités pour rentrer dans la TNT. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, la TNT sera présente dans l'ensemble des foyers sénégalais, au minimum, parce que le décodeur sera l'équipement qu'on va retrouver au même titre que les frigos ou les congélateurs dans les ménages. Et ces décodeurs-là veulent dire quelque chose. Autant pour les opérateurs qui aujourd'hui sont sur un marché, globalement, si on réunit l'ensemble des Sénégalais abonnés à des bouquets aujourd'hui, on parle à peu près, globalement, on réunit Canal, Excaf, Delta, allez, 250 000 personnes qui sont abonnées chez ces gens-là. Tous ces opérateurs réunis. La TNT, à elle seule, fera à terme 1 600 000 usagers. Donc, ça représente une opportunité pour tout le monde, pour les opérateurs de télécom, pour les opérateurs qui vendent des bouquets, pour les distributeurs de services à valeur ajoutée, pour les gens qui veulent faire du pay-per-view comme un service à valeur ajoutée. Et toutes ces questions-là, aujourd'hui, vont nous interpeller en termes d'opportunités qu'offre entre autres la TNT pour ces structures-là. Oui, mais par rapport maintenant au prix des bouquets, au prix des décodeurs, est-ce que ce sera le même prix au lendemain du basculement intégral ou vous allez changer? Non, pour les prix, il y a toute une réflexion qui est en train d'être menée parce qu'il y a... Donc tout est en réflexion finalement? Pas forcément. Il y a des acquis? Il y a des acquis parce que les prix sont connus aujourd'hui. On parle d'un prix qui est de 10 000 francs. Oui, connu mais qui pourrait évoluer. Qui peut évoluer en moins parce qu'aujourd'hui, pourquoi je dis qu'il y a toute une réflexion? Quand on parle de basculement, il faut savoir activer les mécanismes qui nous permettent d'accélérer ce processus. Et l'un des mécanismes qui permettent d'accélérer le processus du basculement, c'est la facilitation aux populations d'accès à ce décodeur-là. Et le seul moyen, entre autres, de faciliter l'accès de ces décodeurs aux populations, c'est d'agir peut-être sur le prix et d'agir aussi sur la configuration du décodeur. Parce que le décodeur qui est intelligent, qui a de la mémoire, qui a des ports, qui peut faire de l'Internet, qui peut faire beaucoup de choses, n'aura certainement pas le même prix que le décodeur de base, qui permet de regarder tout simplement les 20 chaînes free-to-air. Oui, parce que selon mes informations, Excaf Télécom avait envisagé dans un premier temps de rendre gratuits les décodeurs avant que l'État ne le décourage. Oui, mais sur ça aussi, il y a toute une logique quelque part. Oui, parce que Excaf, son business model, dépend du taux de pénétration des décodeurs, mais la gratuité des décodeurs aussi est soumise à une logistique de distribution. Et là-bas, la contrainte qui s'oppose directement à nous, c'est-à-dire le coût de la logistique de distribution de ces décodeurs-là, était une contrainte forte à la limite. Et comment s'assurer qu'un foyer lambda, dans chaque foyer
à qui on a donné un décodeur, à qui on n'a pas donné de décodeur, sur l'ensemble de la population sénégalaise, ça me semble un peu risqué et très aléatoire comme démarche. Donc fondamentalement, il fallait changer. Voilà, le fait de dire que le décodeur serait subventionné par l'État du Sénégal à 10 000 francs ou serait vendu à 10 000 francs était quelque part une réponse parce qu'aujourd'hui, dans nos ménages, on se rend compte que quand même, tout le monde a un smartphone. Malgré le fait qu'à la base, quand on disait tout à l'heure, quand je disais les révolutions en Afrique ont été drivées, ont été dirigées par les usagers, c'est parce que fondamentalement, il y a eu une adoption forte à ces applications, il y a eu une adoption forte à ces technologies-là. Donc on peut revenir et les smartphones faisant même plus par rapport à la population, étant plus nombreux que la population. Exactement, et aujourd'hui qui est devenu un produit de consommation basique, qui coûte 10 000 francs, qui coûte 15 000 francs, mais l'accès à ces téléphones-là ne pose pas problème. L'accès à Internet aussi, comme on le disait avant, aujourd'hui ne pose plus de problème. On se rend compte que les gens vont acheter 500 francs de crédit pour faire de l'Internet, pour faire du WhatsApp. En tout cas, là, on a du réseau, parce qu'il y a des zones où on n'a pas de réseau, c'est important de toujours le rappeler. Là, on fera un pied à nos chers amis qui garantissent des télécoms, pour au moins nous assurer quand même qu'on a de la qualité de service. Ça tombe bien, on devrait avoir un grand opérateur de télécom prochainement dans le cadre de cette émission. Ce sera le lien idéal pour évidemment poser cette question. Amadou Diop, par rapport maintenant à la... Disons, on est toujours sur la TNT, bien sûr. Quelle est aujourd'hui la technologie qui permettra de transporter les informations? Le canal de diffusion sera quoi? Nous utilisons différents canaux. Hein. On part de la fibre pour faire la collecte des signaux. C'est du mixte? C'est du mix. Hein. Comme je disais, on a un profil assez hybride. Parce qu'on n'est pas forcément audiovisuel, on n'est pas forcément télécom. Et le service qu'on apporte, on l'apporte différemment et on va le distribuer différemment. Et comme je disais, aujourd'hui... C'est quoi les canaux? Rappelez-nous les canaux. La collecte, oui. Déjà, pour collecter, c'est-à-dire prendre le signal de ITV et le ramener au nodal construit, c'est-à-dire le cœur de réseau, ça se fait par fibre optique. La fibre. Après, en mode de diffusion, on fait du faisceau, on fait du microwave, on interconnecte les sites par rapport régionaux à travers la fibre. Donc, mais la fibre n'est pas partout, vous êtes d'accord? Écoutez, on l'utilise là où elle est. En tout cas, le Sénégal, quand même, il faut reconnaître qu'à l'époque, quand on a fait ce projet, parce que j'ai eu aussi l'avantage d'être membre du CONTAN, le Comité national de transition analogique qui a été créé. Je l'ai précisé en début d'émission. Et ça je le dis parce que ça a une incidence dans ce qu'on est en train de discuter. La réflexion le CONTAN, qui était un organe de réflexion, avait défini, on va dire, 3 grandes initiatives à l'époque. La première, c'était la TNT, où il nous fallait chercher des ressources pour financer le projet, avoir un partenaire qui puisse le déployer. Mais il y avait aussi le réseau de fibre optique, où il nous fallait continuer la densification de ce réseau qui était achevé, on va dire, à 70%. Et il a fallu signer un contrat avec une société chinoise qui a eu la charge notamment de densifier ce réseau-là. Et aujourd'hui, on peut dire que le Sénégal... La même société qui est le partenaire de l'ADIE? Exactement. Oui. Et à l'époque, ça faisait partie du lot de projets adressés par le CONTAN. Donc TNT, fibre optique, et on avait mené une réflexion par rapport à l'usage des fréquences, des bandes de fréquences que devront libérer la TNT. À l'époque, on parlait beaucoup du modèle du Rwanda, où ils avaient un modèle d'accès ouvert, où l'État avait pris la responsabilité de bâtir le réseau et de faire payer des droits de passage à chaque opérateur. De ce fait, l'idée, c'est que chaque opérateur n'ait pas une licence, mais plutôt des droits de passage qu'ils paieront. Et quelque part, économiquement, c'était peut-être des options intéressantes à adopter par l'État du Sénégal. Ça s'appelle de la mutualisation, non? Ça s'appelle de la mutualisation, mais dans le domaine... Et c'est prévu avec l'ADIE, par exemple, qui est dans la fibre optique, oui, évidemment? Oui, aujourd'hui, il faudra qu'on ait quand même des partenariats forts avec l'ADIE. C'est prévu? C'est prévu, c'est prévu. Aujourd'hui, l'un des prétextes qui a été utilisé pour faire la phase 3 du projet de fibre, quand même, c'était la TNT. Parce que nous, aujourd'hui, la contrainte qu'on a, c'est au niveau des coûts, tout simplement, des coûts aujourd'hui générés par la TNT pour le transport du signal de l'ensemble de ces chaînes de télé. Et il me faut réfléchir à la solution qui soit économiquement
la moins chère pour les acteurs éditeurs, psychologiquement la plus acceptable et financièrement la plus viable. Donc, qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Utiliser des supports de transport que nous maîtrisons. Donc, on n'a pas le choix aujourd'hui. Pour l'instant, cette collecte est faite à travers les plateformes de Orange, mais il y a toute une réflexion aussi qui est en train de mener pour définir les scénarios qui nous permettront de baisser ces coûts-là. Oui, moi, c'est ça ma problématique, entre autres. Oui, c'est noté, Amadou Diop. J'ai compris un peu dans les prérogatives qui vous sont attribuées, hein, si on peut parler comme ça, la TDS, que la radio, ça vous concerne également. C'est quel type de radio? C'est la RNT. Autant on est passé à la télévision numérique terrestre, autant on va aussi passer à la radio numérique terrestre. Justement, je le soupçonnais parce que ça va beaucoup aider à la gestion disons, des fréquences. Exactement. On sait que la bande, elle est presque saturée. Faut le dire. Qu'est-ce qui est prévu concrètement si vous avez un agenda? Écoutez, pour l'instant, bon, c'est moins critique que la TNT, mais... Et ce sera plus simple, la RNT? Ce sera plus simple quand on sera à un niveau de maturité. Un pays comme la Norvège y est, si je me trompe. Ils y sont parce que tout simplement aujourd'hui, le premier pays au monde. Ils sont prêts en termes d'équipement de réception, encore une fois. Dès l'instant qu'on passe dans la radio numérique terrestre, ça impacte tout le monde. Ça impacte les radios des véhicules, ça impacte nos radios à la maison, la manière dont on reçoit les chaînes. Et c'est sur ça qu'il faut quand même qu'on avance sur les terminaux qui permettent de recevoir la radio. Fondamentalement, d'ici 2022, on va y aller graduellement parce que rien que sur Dakar, hein, il y a plus de 200 chaînes de radio, notamment 200 fréquences. Et il va falloir quand même organiser tout ça et surtout accompagner la RTP dans ce sens. Parce que quelque part, la politique est gérée par le ministère, la RTP est l'organe d'exécution. Et nous, quelque part, on aide à organiser peut-être techniquement tout ça. Mais les déclencheurs aujourd'hui, quand même, c'est entre la RTP et le ministère et nous, on sera le bras technique. Et si j'ai bien compris, la RNT va être beaucoup plus difficile, compliquée? Non, moi, je pense qu'on apprendra beaucoup de la TNT. Tout à fait. Je pense qu'aujourd'hui, la TNT, le modèle du Sénégal, quoi qu'on dise, nous donne beaucoup de visibilité. Effectivement, on a des soucis. On a des soucis qui sont inhérents à tout projet. Mais fondamentalement, c'est des problèmes qui ne sont pas insurmontables, hein. Il y a des hommes qui sont là, il y a la volonté étatique, il y a de part et d'autre aussi une certaine motivation pour finaliser ce process. Donc on a beaucoup appris de la TNT. Il faut savoir de nos erreurs? De nos erreurs aussi. Hein, parce que pour beaucoup, il fallait, à côté de l'opérateur national Excaf Télécom, mettre un opérateur international, par exemple. Oui, aujourd'hui, Excaf est venu avec des partenaires internationaux. Ah, parce que le Sénégal ne fabrique pas d'émetteurs, que je sache. Le Sénégal ne fabrique pas des shelters, que je sache. Le Sénégal n'est pas sur les aspects liés à la climatisation. Le Sénégal n'a pas de satellite. Donc, à la base, Excaf est avec des partenaires, notamment extérieurs, qui l'ont accompagné. Mais comme je dis, il y a une question d'approche, il y a une question de gouvernance. Et quelque part, nous tous, on a appris dans ce projet. Au bout de 5 ans de processus, quand même, on peut se projeter et se dire, faire un état des lieux déjà, s'arrêter, se dire, voilà ce qu'on a bien fait vis-à-vis de nos pairs, voilà ce qui n'a pas été bien fait. Mais il faut constater que oui, la question, au moins, du lancement de ce projet-là a été réglée. Quelque part, les Sénégalais, on peut considérer qu'il y a au moins 100 000 ou 150 000 Sénégalais qui regardent la télé, ce qui représente peut-être 10% de la base qu'on devrait installer. Ce qui n'est pas le cas encore de nos pays limitrophes, qui sont encore à la question de mobilisation de financement, qui en sont encore à la question de réflexion sur comment ils vont dérouler ce projet-là. Donc, il y a eu des acquis, entre autres, la base installée en termes de décodeurs, la couverture géographique, mais tout cela reste à améliorer. Et on va travailler dans ce sens pour finaliser le process. Où sont les autres services à valeur ajoutée, en dehors de la mesure des audiences par rapport à la TNT? Ok, les autres services à valeur ajoutée, on peut parler d'Electronic Program Guide. Par exemple, l'Electronic Program Guide, c'est le guide des programmes. Aujourd'hui, toutes les télés que j'ai eu à visiter ont une grille de programme. Tout à l'heure, vous m'avez parlé de mutualisation. Tout à fait. Dans le domaine de l'audiovisuel, il y a une mutualisation déjà à faire.
C'est-à-dire, je reviendrai sur les services à valeur ajoutée parce qu'on est ici dans le cadre d'une mutualisation de services. Rassurez-vous, je vous relancerai. Voilà. Donc aujourd'hui, pour les services, donc je reviens aux services à valeur ajoutée, on a le guide des programmes. Déjà, en nous organisant, en ayant une interface qui permette à toutes les chaînes éditrices de pouvoir loader, de pouvoir envoyer ce guide et que l'usager puisse avoir accès à ce guide des programmes, ce sera déjà un premier pas de service à valeur ajoutée, parce qu'il y en a deux, il y a des services à valeur ajoutée linéaires et non linéaires. Il y a les services qui sont possibles sans qu'on ait à passer par Internet. Tout à fait. Et il y a des services qui sont possibles à travers le réseau broadcast. Donc fondamentalement, ce qui est possible déjà de faire sans Internet, l'Electronic Program Guide, on peut le mettre à disposition de nos usagers. Et on pourra avoir Internet comment? Il faut que le téléviseur soit connecté? Justement, il faut que le téléviseur soit connecté ou le décodeur soit connecté. On est très technique là. Et là, il va falloir avoir des alliances stratégiques parce que nous, notre vocation, TDS, ce n'est pas d'amener l'Internet. Il y a des acteurs qui sont là, dont c'est leur métier, d'amener Internet. Et aujourd'hui, avec les nouvelles réformes, on a une multiplicité d'acteurs qui interviennent dans ce domaine. Les FAI. Voilà, les FAI sont là, les opérateurs classiques. Les opérateurs classiques. Et pour eux tous, ils ont intérêt aujourd'hui. Et nous, de notre côté, ce qu'on devrait faire, c'est préparer peut-être des décodeurs qui puissent supporter Internet. Parce qu'Internet... Vous n'y avez toujours pas pensé? Si, c'est pour ça que je disais tout à l'heure la classification des différents décodeurs. Parce qu'il y a des décodeurs bas de gamme qui pourront régler la question juste de regarder les 20 chaînes qui sont une obligation. Les préoccupations basiques. Voilà, les préoccupations basiques de quelqu'un qui n'a pas envie d'aller acheter un décodeur à 30 ou 40 francs. 1000 francs, c'est fin. Donc fondamentalement, si vous regardez aujourd'hui l'approche des opérateurs concernant encore une fois ces décodeurs-là, des équipements qui nous coûtent au moins, pour ceux qui sont peut-être sur Internet, Livebox, qui nous coûte entre 50 et 100 $. Pourtant, on ne fait pas attention au prix, parce que la manière dont on nous le vend, 100 $, CFA, ça fait à peu près 50 ou 100 000. Mais ça nous permet d'avoir Internet et ça nous permet d'avoir la télé. Mais fondamentalement, on ne fait pas attention au prix parce qu'on l'achète dans le cadre d'un abonnement. Tout à fait. Et le prix qui nous revient par mois retombe à 200 ou 500, mais par contre, on est dans un abonnement sur 2 ans ou 3. Donc, il y a quelque chose à faire sur ces aspects-là, liés à la commercialisation, je pense, des décodeurs. Donc, et des services à valeur ajoutée aussi. Donc ça, on a parlé de l'Electronic Program Guide, on peut parler aussi de l'archivage. Oui. L'archivage aujourd'hui, qui est un exemple de mutualisation. Pourquoi? Si vous voulez stocker tout votre contenu, il va falloir investir dans un système. Le système, ça veut dire quoi? C'est les serveurs qui vont vous permettre de stocker les données. Et plus les données sont importantes, plus vos serveurs seront importants, plus l'investissement que vous devez faire est important. Moi, je l'ai essayé avec ma clé USB pour ce qui est de mon décodeur TNT. Mais j'avoue que j'en avais fait la remarque d'ailleurs à l'époque à Excaf que le fichier est très très lourd. C'est quel format finalement, comme vous êtes technicien? J'en venais même moi à un autre élément qui est beaucoup plus macro. C'est-à-dire que quand on regarde toutes ces chaînes de télé et les investissements qui ont été faits par l'État du Sénégal au niveau de l'ADIE en termes de data center, les data centers, c'est les serveurs, les centres de données. Les centres de données. Et on a le PTN, le Parc technologique national, qui va arriver. Dont nous avons reçu ici même. Exactement. Bassirou, il vous a parlé des studios de production audiovisuelle. Tout à fait. Il vous a parlé des data centers. Et ces centres de données ont besoin aujourd'hui de contenu. Quelque part, ce contenu-là, il est proposé par les éditeurs. Et c'est les éditeurs aujourd'hui qui tirent ce marché des centres de données. Fondamentalement, il y a des partenariats qui font. On est dans un gros écosystème. Exactement. Et il va falloir mettre les gens ensemble. Et c'est ce rôle-là qu'on souhaite jouer pour vous affranchir des investissements. Quand je dis vous, c'est les chaînes de télé, des investissements qu'ils auront à faire dans le domaine des serveurs, dans l'acquisition des serveurs, et même les ressources humaines qui vont opérer ces serveurs-là. Et que tout soit mutualisé au sein de la TDS qui vous offre ce service-là. À partir de ce moment-là, vous vous concentrez sur votre activité, c'est-à-dire qui est de créer des programmes, qui est de créer du contenu. Et nous, on se concentre sur l'activité quelque part, qui est d'être votre bras technique et de vous chercher des solutions. Donc ça aussi, c'est un exemple de mutualisation. Troisième exemple de mutualisation est sur la partie satellitaire. Aujourd'hui, pour être diffusé à l'international,
toutes ces télévisions ont besoin d'avoir un contrat soit avec Eutelsat, soit avec Intelsat, soit avec Amos. Pourquoi, ensemble, ne menons-nous pas la réflexion autour d'un service que je vais vous apporter à travers un transpondeur qu'on va louer globalement, qui va nous permettre de faire des économies d'échelle. En fait, pour tout le monde en même temps. Que tout le monde passe sur le même transpondeur et à partir de ce moment-là, le prix que vous payez, vous, ITV, personnellement, avec Amos ou Eutelsat, je suis persuadé qu'on pourra réduire ce prix-là. Et pour figurer sur la TNT, une télévision paye combien? Aujourd'hui, pour les coûts de location, si on peut parler comme ça. En fait, ce n'est pas des coûts de location. Ça s'appelle comment? Il y a deux choses. Il y a une redevance qu'il faut payer et des droits de passage quelque part. Et comme je disais tout à l'heure, ces droits de passage-là sont dépendants. Tout cela revient à combien pour les télés, pour être concret? Pour l'instant, les prix ne sont pas fixés parce que ça va être des choses qu'on doit discuter. Il n'y a pas de fourchette. C'est des discussions aujourd'hui qu'on va avoir avec les télés, comme je dis, pour que ce soit acceptable et économiquement supportable. Parce qu'aujourd'hui, si on prend à l'état actuel, on ne peut pas appliquer les prix. On ne peut pas appliquer les tarifs parce que votre activité ne génère pas suffisamment de revenus. Oui, mais juin 2020, c'est pour bientôt. Justement. On est un peu en retard, non? On est en retard, on ne l'est pas, quelque part. Parce que quand même, on est dans ce processus. Ça se voit que beaucoup de préalables n'ont pas été réglés. Les préalables, je ne pense pas. Juridiques, on a très bien avancé. Mais les questions effectivement fortes financières sont les questions fondamentales. Voilà, sont encore en suspens. Et là-dessus, quand même, effectivement, on est en train de faire un plaidoyer au niveau des autorités pour sensibiliser par rapport à la question. Parce que nous tous, on sait que quand même, dans nos pays, à un moment, il y a des urgences autour des infrastructures, il y a des urgences autour de l'éducation, il y a des urgences autour de la santé. Mais demain, la TNT sera au cœur de nos préoccupations. Parce que quand on rentre dans tous les ménages au niveau du Sénégal, l'État, quand même, va au moins mettre la main à la poche. Et c'est ça la difficulté. Aujourd'hui, nous sommes en train de faire le plaidoyer pour que l'État nous accompagne, notamment dans le cadre de la finalisation du processus. Quand on parle de finalisation, ça veut dire que quand même, il y a des acquis. Il y a des choses qui ont été faites, qu'il faut optimiser, qu'il faut, comment dirais-je, améliorer. Et nous sommes là pour ça. Du travail donc en perspective. Je vous souhaite bonne chance, Amadou Diop. Merci. Merci beaucoup, Ousmane. J'ai été très heureux d'échanger avec vous sur ces questions liées à la TNT. Et je pense que je reviendrai quand on rentrera quand même dans la phase de communication vis-à-vis des populations. Tout à fait, Inch'Allah. Merci infiniment, Amadou Diop, pour nous avoir accordé sa première interview en tant que directeur général de TDS. TDS en charge de la gestion ainsi que de l'exploitation technique et commerciale des infrastructures de diffusion de télévision numérique et de la radio de l'éditeur public radio, parce que TDS s'intéresse également à la RNT, la radio numérique terrestre qu'on va bientôt mettre en place, mais pour le moment, faudrait-il d'abord finaliser donc, le processus un peu de la TNT au Sénégal. Merci infiniment d'avoir choisi le groupe E-Media, comme je l'ai dit tout à l'heure, pour votre première grande interview. Prochain rendez-vous dans E-Tech, ce sera dimanche prochain.